Bonjour Kolwezi, bonjour Lualaba, bonjour RDC, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre programme, dans votre rendez-vous sportif sur les antennes de Mikuba Télévision. Nous allons revenir sur les moments historiques de la République démocratique du Congo qui a vaincu ces démons africains, s'il faut les dire comme ça, en gagnant contre les Cameroun en demi-finale de ces barrages africains, puis en finale le Nigeria. Cette victoire a donc propulsé la RDC au final directement de ces barrages intercontinentaux. Ça va se jouer à Mexique. Ça sera plutôt le 31 mars prochain. On va revenir sur le moment fort de ces deux prestations de la RDC. Dans un geste très fort d'ailleurs, le TP Mazembe a prêté son stade à son rival éternel, le Football Club Saint-Éloi-le-Propos, pour les matchs de la Ligue des Champions. On en parle tout de suite, sans pour autant oublier la cérémonie de la CAF Award avec la consécration des fistons Kalalama Ele. On en parle sur ces plateaux avec Cédric Corneille-Mukendi, un habitué de cette émission. Bonsoir et bienvenue. Merci cher Noé, bonjour. Bonjour à tous les amis sportifs qui nous suivent sur cette émission de Brief. C'est un plaisir de me retrouver sur ces beaux cadres et surtout pour parler sport avec cette victoire de la République démocratique du Congo contre des meilleures équipes africaines, en l'occurrence des Super Eagles du Nigeria et des Lions indomptables qui ont été domptés d'ailleurs par les Léopards. À vos côtés, nous avons aussi Cyrano Mwanza avec nous, lui qui vient de revenir, parce que je les croise un peu très rarement. Bonsoir et bienvenue Cyrano. Bonsoir Noé, bonsoir à toutes les téléspectatrices, bonsoir à Corneille Mukendi. Il est parmi les meilleurs journalistes actuellement dans le Lualaba. Dans le Lualaba. Et en République démocratique du Congo. Allez, on vous signale également qu'il y a plus de téléspectateurs que de téléspectatrices. Il faut faire aussi cette suis intéressé par les... Il s'agit d'une émission sportive. Je suis intéressé par les téléspectatrices parce qu'il y a aussi le football féminin. Allez, merci beaucoup mesdames et messieurs. On commence tout de suite. Barrage africain, la RDC. C'est pas dire qu'ici c'est une surprise ou c'était prémédité, mais c'est la première question que je pose à Cédric Corneille-Mukendi. Est-ce que ça vous a surpris de voir la RDC battre le Cameroun en demi-finale et battre le Nigeria également et remporter ces barrages africains? Bon, écoutez, un tout petit peu, ça m'a surpris parce que, comme je le disais précédemment, ce sont des meilleures équipes africaines, donc ils figurent parmi dans les top 10 des meilleures équipes africaines et aussi en termes de l'histoire. Les Cameroun, d'abord, c'est l'une des nations africaines qui a plus de participation dans une phase finale de la Coupe du Monde. Les Cameroun, c'est la deuxième nation africaine la plus titrée après l'Égypte et les Nigeria également, c'est que nous connaissons tous du Nigeria avec cet effectif pléthorique. Cela m'a un tout petit peu surpris. Surpris pourquoi? Parce que vous savez, il aura fallu d'abord se dégager avec ces vieux démons et surtout ces mariages-là. Il va falloir rappeler que cela faisait 44 ans que la RDC n'avait jamais battu le Cameroun dans une phase éliminatoire pour une Coupe du Monde. Et vous savez très bien les rencontres avec les Cameroun, ça a toujours été tourné en défaveur des Léopards de la RDC. Et il aura fallu briser ces liens-là. Je le disais, c'était toujours sur ces plateaux de Mikuba, le fait que le Cameroun n'ait pas se qualifié pour la Coupe du Monde directement, cela faisait croire que le Cameroun était malade. Et cette équipe est en train de traverser une période de vache maigre avec des problèmes d'abord en interne, parce qu'il va falloir rappeler ici que le Cameroun s'est retrouvé avec des staffs techniques, l'un nommé par le ministère des Sports et l'autre nommé par la Fédération camerounaise de football. Chapeauté par Samuel Eto'o. Aujourd'hui, vous regardez une légende comme Samuel Eto'o, un sélectionneur qui vient de la Belgique, qui interdit à Samuel Eto'o de ne pas accéder dans les vestiaires de l'équipe. Donc cela veut dire qu'il y a une crise qui est en train de secouer le football camerounais, sans pour autant parler du championnat qui est en train aussi de perdre sa valeur. Mais qu'est-ce qui a changé dans cette équipe de la RDC? Ce qui a changé effectivement dans l'équipe de la RDC, contre les Cameroun et contre le Nigeria. Moi je pense que rien n'a changé sauf les discours. Le discours, c'est-à-dire qu'il y avait ce sentiment-là de rupture entre le public congolais et l'équipe nationale congolaise sur cette fameuse rencontre que nous avons perdue au stade des Martyrs. Parce qu'allez-y comprendre, faites d'abord tout justement la comparaison entre les matchs que nous avons joués contre le Sénégal à domicile et les matchs que nous avons clôturé la phase des éliminatoires à domicile encore au stade des Martyrs. Cela voudrait dire en quelque sorte que contre le Sénégal, la RDC s'est produite à domicile et contre le Soudan, la RDC s'est produite à l'extérieur. Or que c'était dans les mêmes stades. Cela faisait encore croire qu'il n'y avait pas ce sentiment-là parce que le public était totalement déçu
Lorsque vous avez des possibilités, soit de gagner un match, ou soit de faire un match nul, et au bout des 30 minutes de la rencontre, vous marquez des buts, et à la fin, vous sombrez en étant battu, ça crée ces désamours-là. Et heureusement, les joueurs ont compris qu'il va falloir se racheter. Se racheter, ça devait d'abord commencer par briser ces liens entre les Cameroun et la RDC, nous l'avons fait. Mais également la rencontre contre le Nigeria a suivi. Mais lorsque vous regardez sur les plans tactiques dans ces deux rencontres, contre les Cameroun, nous avons tellement été étouffés et l'équipe a tellement souffert. Ce que j'ai apprécié, c'était tout justement la constance qui a fait ce que la RDC puisse résister aux assauts du Cameroun et aussi marquer ces buts-là salvateurs à la dernière minute de la rencontre. Mais contre le Nigeria, pour moi, j'ai ces regrets-là. Nous avons pratiqué un beau jeu, on a tout fait, mais on aurait dû gagner le Nigeria sur terrain et non au tir au but. Allez, Cyrano, avec vous, la RDC qui finalement est qualifiée en finale directement de ces barrages intercontinentaux et on attend les vainqueurs du match Jamaïque contre la Nouvelle-Calédonie. Et qu'est-ce qui a attiré votre attention durant ces éliminatoires? Est-ce que c'est plutôt les discours qui a changé le mental des joueurs sur le terrain? Je pense que d'abord, premièrement, c'est la conscience des joueurs. Parce que Corneille venait de les souligner que déjà, notre défaite contre le Sénégal a suscité les divorces entre le public et l'équipe nationale. C'est ce qui a fait qu'on s'est désintéressé. Nous, les publics, nous nous sommes désintéressés de l'équipe nationale. Et déjà, du coup, lorsqu'il y a eu ces débâcles-là contre le Sénégal, ça fait que ça soit une motivation. Alors ça poussait les coachs à rappeler les joueurs que face au Sénégal, nous étions bien, mais nous avons perdu par peut-être un manque de concentration. Et ça a démontré que la RDC avait une petite équipe par rapport à la place qu'on l'a donnée. Et après, déjà... Une petite équipe peut-être mentalement, parce que sur le terrain, oui, la seule équipe qui a marqué contre le Sénégal durant ces éliminatoires, c'était la RDC. Le football se joue mentalement. Donc, si vous n'êtes pas fort mentalement, je pense que les résultats ne vont pas suivre. Alors, il a fallu qu'on puisse les rappeler que la RDC a besoin de se qualifier, il faut s'y racheter. Alors c'est ce qui a été fait jusque-là. Nous sommes bien partis avec la qualification par césarienne aussi parce qu'il y a la chance aussi qui nous a aidés. Il faut dire comme ça parce que face au Nigeria au tir au but, déjà on fait entrer un Timothée Fayoulou qui est parti parce qu'il s'est débrouillé bien aux entraînements, mais cela ne signifiait pas qu'il allait arrêter les deux coups-là. Ouais. Alors déjà, les défenseurs nigériens qui commencent par mettre les ballons dans les décors, c'est ce qui a monté encore ça motivé. Vous avez vu nos deux joueurs qui sont partis shooter, entre autres Moutoussami et les défenseurs ici qui a joué avec Chancel Mbemba, son nom m'échappe un tout petit peu. Axel Touazembe. C'est pour comprendre que la baraka était pour la République démocratique du Congo. Mais ou sinon, Corneille l'a souligné, si on était vraiment sérieux, on devrait gagner ces matchs durant les 90 minutes. Et malheureusement, on ne l'a pas fait. Et si nous devons aller sur le terrain, mais qu'est-ce qui a changé la manière de jouer de cette équipe? Parce qu'on a vu Moutoussami finalement répondre aux attentes des sportifs qui par moment a toujours été dépassé sur les terrains. Son rôle, c'est de récupérer les ballons et relayer également très rapidement. Mais ces jours-là, il était quand même au top. Est-ce que c'est un changement tactique qui a permis à tous les joueurs de mieux s'exprimer ces jours-là? Mais ça changeait. Vous regardez contre les Cameroun, vous avez trois joueurs, Noah Sadiki, Charles Piquet et aussi Samuel Moutoussami. Les trois là ont été bluffés par un seul joueur du Cameroun qui était Carlos Baleba. Très jeune, il a réussi tout justement à intercepter tous les ballons au milieu du terrain, récupérer puis donner aux attaquants camerounais. Malheureusement, ils ont manqué de la justesse et aussi du réalisme. Les sélectionneurs, sachant que cela a éprouvé beaucoup de difficultés, il a fait les changements. Il a pris Charles Piquet, il l'a fait sortir, il a fait entrer Edo Kayembe. Edo Kayembe, nous savons que c'est un joueur qui joue en première ligue, plutôt en championship, donc la deuxième division anglaise. Il est très fort physiquement. Il arrive à stabiliser les milieux de terrain, la RDC qui commence maintenant à se projeter vers l'avant et au final, nous gagnons ces buts-là avec les coups de pied arrêtés. Donc cela veut dire que c'est vrai, les adversaires sont différents, les matchs ne se ressemblent pas. Moi, je pense que la République démocratique du Congo a pris conscience, comme Cyrano venait tout à l'heure de le dire, de se dire, eh bien, nous avons raté la première chance, mais il y a une seconde chance qu'on nous a offert. La seconde chance, c'est de jouer les barrages. Donc, on n'était pas favoris face à un Cameroun que nous connaissons. Traditionnellement plutôt, l'équipe du Cameroun a toujours été une menace pour tout adversaire, y compris aussi pour les Nigérias.
Le Nigeria, vous savez, c'est une équipe, lorsque vous avez un Osimhen, vous avez Lookman. Qui, après sa sortie, tout a changé. Tout a changé. Parce que, oui. Il y a Chikweze également, un très bon joueur. Vous savez, moi, j'ai toujours dit, la seule différence avec la République démocratique du Congo, contrairement aux autres équipes nationales africaines, c'est que nous n'avons pas un leader sur lequel nous pouvons nous reposer sur le plan offensif. Parce que c'est justement, je peux dire en République démocratique du Congo, c'est justement la relève. Ouais. Aujourd'hui, vous avez Cédric Bakambu qui peut vous planter 3 buts en 2 matchs. Demain, vous avez Mecha Kelia qui peut être en sauveur. Après, demain, c'est Chancel Memba, ainsi de suite. Mais vous avez un Osimhen qui venait tout justement de marquer 30 buts avec Galatasaray en Super League turque, qui y a remporté les championnats turcs, qui est un ballon d'or, un ex-ballon d'or. Vous avez Ademola Lookman, qui joue en Atalanta Bergame, qui connaît l'exigence du plus haut niveau. Ex-ballon d'or Vous avez ça, qui est d'ailleurs, qui était les ballons d'or en titre, les meilleurs joueurs africains en titre, c'est ce qu'il faut dire. Vous avez Samuel Chukwueze, cette attaque-là, qui a joué à l'AC Milan, l'un des plus grands clubs emblématiques du monde. Donc cette attaque-là qui se présente devant la RDC, qui n'avait que parfois des joueurs qui n'ont pas beaucoup plus de temps de jeu en club. Voyez-vous cela? Donc c'était une menace pour nous. La seule différence, c'est que les Nigériens et nous ne nous connaissons pas parce que nous évoluons dans les zones différentes. Ils sont en Afrique de l'Ouest, la RDC qui s'est produit en Afrique centrale avec les Gabon, ainsi de suite. Mais lorsque vous regardez dans la hiérarchie, on était peut-être 3e, voire même 4e. Parce qu'il y avait le Cameroun, il y avait le Nigeria, il y avait aussi les Gabon. Les Gabon qui a fait des très bons éliminatoires, qui a manqué qu'un seul point pour se qualifier devant la Côte d'Ivoire. Et ils ont été repêchés dans les barrages africains. Donc, on n'était pas parti favori. Mais le fait d'avoir gagné le Cameroun, ça a renforcé la confiance. Et moi, je me dis aujourd'hui, cela doit nous interpeller. Parce que si nous avons peut-être raté la chance de nous qualifier en 2017 contre la Tunisie au Stade des Martyrs, nous avons raté de nous qualifier à Casablanca contre le Maroc en 2022. Nous avons même raté de nous qualifier chez nous à domicile. On avait cette possibilité-là. Face à la Tunisie. Face à la Tunisie, vous connaissez très bien l'histoire. Et même face au Sénégal. Même face au Sénégal, vous êtes là au Stade des Martyrs. On vous dit, faites uniquement les matchs à défaut de ne pas gagner. Vous marquez des buts en 30 minutes. Et à la fin, vous sombrez face à une équipe qui a des exigences, qui maîtrise très bien des exigences de plus haut niveau, qui nous a punis sévèrement. Donc, on s'est dit, on a une seconde chance. La seconde chance fait à ce que nous puissions gagner. Je pense que nous sommes sortis. On est en train de la saisir. Nous sommes sortis la meilleure équipe du barrage parce qu'il aura fallu d'abord sortir de la zone Afrique. Et je crois bien que toute l'Afrique va nous soutenir pour qu'on puisse avoir cette 10e place-là. Maintenant, aujourd'hui, nous allons nous retrouver entre soit la Nouvelle-Calédonie, soit la Jamaïque. J'entends les gens dire que non, Jamaïque, c'est l'une des grandes équipes de l'autre côté. Voilà. On y revient. Allez, déjà, c'est la question, mais qui de la Nouvelle-Calédonie et du Jamaïque semble être l'adversaire le plus abordable pour la RDC? À cette étape de la compétition, on n'a pas besoin d'un adversaire chéri, ou soit chercher une équipe ou une nation plus faible que nous allons battre. Donc c'est un match de football, donc il faut y aller. Il faut y aller, il faut la détermination. Il faut surtout du sérieux. J'ai vu les matchs que nous avons joués, je ne vais pas entrer dans les détails parce que Corneille l'a déjà souligné. Je vais juste me rappeler de la bourde qu'a fait Arthur Maswaku. Vous allez vous rendre compte qu'après la bourde, il prend conscience et il a très bien joué. Donc c'est ce que nous sommes en train de chercher pour que nous puissions aller à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on peut être content, non, on va attendre celui qui va battre, tout et tout. On n'a pas besoin d'un adversaire chéri, comme je venais de le dire. Il faut y aller. Face à n'importe quel adversaire, il faut se donner à fond, il faut gagner les matchs et surtout éviter les tirs au but. Et lors de cette qualification, on a vu quand même les Léopards de la RDC être accueillis à Kinshasa, chaleureusement d'ailleurs par le public. Il y en a qui ont pris négativement cette initiative dans le sens de dire que l'équipe n'est pas encore qualifiée. Pourquoi leur réserver cet accueil? Peut-être qu'il fallait rappeler au président de la République que l'équipe n'est pas encore qualifiée. Est-ce que vous êtes de cet avis, Cédric Corneille Mukendi? Non, dans la vie, il ne faut pas avoir ce qu'on appelle les jugements hâtifs. Il ne faut pas avoir ce qu'on appelle les jugements hâtifs. Les jugements hâtifs du genre, pourquoi accueillir les Léopards aussi longtemps que la RDC n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde? La question n'est pas là-bas. Ouais. La question, c'est de savoir quel a été l'objectif pour lequel cet accueil a été organisé. Il aura fallu suivre attentivement les discours du président de la République. D'abord,
lorsque nous avons gagné notre dernier match contre les Soudan, le président était au stade, il est même entré au vestiaire. Il a demandé aux joueurs si c'était possible de se qualifier à la Coupe du Monde. Ouais. Tout le monde a répondu oui. Tout le monde a répondu oui. Il a dit, pour ce qui est de mon devoir, je le ferai et je vais m'impliquer davantage. Parce que vous savez, vous ne jouez pas pour vous-même. Vous avez la charge de toute une grande nation, de 120 millions de Congolais. Je ne suis pas là. Lorsqu'ils ont été accueillis au Stade des Martyrs par le président de la République dans son entretien avec les joueurs, il a dit ceci. Vos aînés n'ont pas eu l'accompagnement de l'État, c'est ainsi qu'ils avaient failli. Mais moi, en tant que président de la République, je vais veiller à ce que vos conditions soient respectées, vos droits soient respectés en tant que président de la République. Aujourd'hui, ce n'est qu'une illustration. Cet accueil est une illustration. Vous vous imaginez, le public quinois n'est qu'un échantillon. Mais imaginez-vous les jours que vous allez vous qualifier pour la Coupe du Monde. Tout est communication, cher Noé. En quelque sorte, il a rappelé aux joueurs leurs responsabilités. Que cela faisait 52 ans que la RDC ne s'est jamais qualifiée à la Coupe du Monde. Si vous allez le faire, non seulement nous serons fiers, mais ça restera dans les annales. Vous savez, l'équipe nationale, là, ce n'est pas un club de football où chacun a ses divergences, tout ça et là. L'équipe nationale, il s'agit tout justement de l'unité nationale. Et cette unité doit se refléter lorsque nous avons des succès. Moi, je me dis, l'action qui a été posée par les chefs de l'État, je ne vais pas tout justement faire les jugements. Chacun est libre de mettre son point de vue, mais il faut avoir au moins un œil sur les fonds du message du président de la République. Il a rappelé les joueurs leurs responsabilités. Et aux joueurs également, à chaque fois qu'ils vont monter sur le terrain, ils vont se rappeler du message du président de la République. C'est comme qui dirait un garçon ou un papa envoie son fils pour aller faire les études. Il lui dit, tu es le seul espoir de la famille. Donc n'oublie jamais tes responsabilités parce que grâce à toi, cette famille va se retrouver. Et quand il monte sur le terrain, il va se rappeler tout justement du message du président de la République parce que c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Et on doit être fiers parce que désormais, il y a quand même un suivi régulier. Même si on peut parler du championnat national, mais aujourd'hui, cette équipe nationale ne se plaint de rien. Vous savez très bien. Il n'y a pas question de primes. Il n'y a pas question que les joueurs ont dormi à l'aéroport. Il n'y a pas question de non-réservation des chambres. Ont disparu. Et je ne pense pas que Cyrano va me contredire parce qu'il a des contacts avec les joueurs qui sont à l'équipe nationale congolaise. Et c'est resté au moins... Le cadre a été assaini. Même les sélectionneurs ont reconnu que les niveaux que la RDC a affiché depuis que je suis là, c'est parce qu'il y a les suivis de l'État. Cher Cédric, aujourd'hui, l'amour ou la passion que le président de la République, Félix Tshisekedi, a pour l'équipe nationale n'est pas quand même à douter. Très bien. Grâce également à son implication, aujourd'hui, l'équipe... Oui, à son implication personnelle, l'équipe de la RDC est quand même revenue sur la scène africaine et sur la scène internationale bientôt. Mais voyez-vous pas que c'est vraiment injuste et que c'est vraiment déconstaté que le président de la République s'intéresse uniquement à l'équipe nationale alors que nous devons également investir à la base, avec vous, Cyrano, à la base, c'est-à-dire préparer la relève de cette équipe nationale. La relève, c'est-à-dire nous devons avoir un très bon championnat bien organisé, parce qu'on ne doit pas que compter sur la formation de la Belgique ou de la France pour leur chipper les joueurs en dernière minute. À 27 ans, 28 ans. Oui, à 27 ans, 28 ans, nous devons former au pays. Voyez-vous pas que c'est le moment au président de la République de s'impliquer personnellement dans l'organisation du championnat national? Juste pour revenir et puis laisser Cyrano intervenir, dans quel pays en Afrique qui s'est déjà développé avec un comité de normalisation qui se succède? Dans quel pays ici en Afrique? Ici au Congo, c'est depuis 2022 qu'on a instauré le comité de normalisation. Et ces comités-là, des nouvelles équipes qui se succèdent. C'est-à-dire d'abord entre nous, il n'y a pas de sérieux. Comment le président de la République va s'investir dans une association où les gens ne sont pas sérieux que leurs propres intérêts? Et puis pour continuer et puis chuter. Aujourd'hui, moi j'ai toujours dit, Chancel Mbemba, Elia Meshak, Fiston Maele sont des modèles pour la nation congolaise. Et Dokaembe. Et Dokaembe également. Ils font rêver certains garçons qui sont dans les quartiers. Pourquoi? Parce qu'on sait d'où ils sont venus. Comment ils ont commencé? De quitter le Congo jusqu'au toit de l'Afrique. Voyez-vous cela? Parce que je ne suis pas contre les binationaux, c'est bien. Mais est-ce que c'est un projet à long terme? On doit toujours attendre que les étrangers produisent pour nous, les joueurs forment pour nous, et à un moment donné, nous les récupérons pour former notre équipe nationale. L'équipe nationale, c'est une égalité des chances. L'équipe nationale, c'est la justice et l'égalité. Et moi, je me dis, la formation à la base, oui. Mais il faut au moins avoir un cadre assaini
qu'il n'y ait pas de détournement, qu'il n'y ait pas de gens qui visent leurs propres intérêts. Et c'est important. Et c'est ce que nous ne faisons pas. C'est pourquoi j'ai toujours dit, on doit prendre le Sénégal comme le modèle de la formation, de l'émergence, de l'épanouissement et de l'excellence. Il y a Sadio Mané qui a été formé au pays, qui est là, qui a été ballon d'or 2 fois, qui a été même le 2e au ballon d'or européen. Mais dans une équipe où il y a Sadio Mané, quel binational qui peut refuser des joueurs pour le Sénégal? C'est très difficile. Nous avons Chancel Mbemba. Mais on doit être accompagné également. Ces joueurs-là doivent être accompagnés. Mais Cédric, avec vous, Cyrano, c'est la même question. Est-ce qu'il n'est pas temps pour le président de la République de convoquer les dirigeants du football congolais pour rassurer quand même la relève de cette équipe nationale en se gérant et en s'imprégnant de tout ce qu'il y a sur l'organisation du football congolais qui est déjà très chaotique? Je pense que Corneille l'a si bien dit, il y a un manque du sérieux dans ce que nous faisons. Le football, ce n'est pas peut-être au niveau du championnat national que le président de la République puisse convoquer les ministres et les comités de normalisation pour que nous puissions avoir quelque chose de consistant. Ou sinon, il faut, si le président le fait, il faut mettre dehors les ministres provinciaux, il faut mettre les chefs de service dehors, que cette histoire ne puisse pas exister pour que nous puissions sentir qu'il y a les gens qui travaillent. Au niveau des ententes, il y a les chefs de service qui doivent travailler. Pour organiser d'abord à la base, on commence avec l'entente de football, parce que nous parlons football. Nous montons au niveau des équipes qui jouent la première division dans les grands Katanga, c'est la Ligue. Au niveau de la Ligue, une très bonne organisation. Et puis après la Ligue, nous montons au niveau de la fédération, nous organisons quelque chose. Regardons l'évolution. Je vais faire un pas en arrière. Nous allons nous rappeler de Moïse Katumbi Chapwe, à l'époque gouverneur de la province du Grand Katanga. Il y avait la subvention des équipes, que ce soit dans des ententes, que ce soit dans des ligues. Donc, c'est-à-dire, au niveau de la base, on commence déjà à construire quelque chose. Dites-moi, par exemple, ici chez nous, là-bas, est-ce que vous avez déjà entendu une fois la subvention de l'État d'une entité sportive au niveau de Kolwezi pour s'attendre à quelque chose de bon? Parce que même quand vous regardez dans les championnats que nous sommes en train de jouer, même si vous voulez que le président de la République puisse taper du poing sur la table pour rappeler aux gens que nous puissions avoir les joueurs locaux dans l'équipe nationale, regardez les grandes équipes actuellement, Mazembe, Lupopo, V-Club, DSMP, vous allez vous rendre compte que les joueurs d'abord qui sont là, ce sont la plupart de ceux qui font feu, ce sont des internationaux. Ils ne sont pas des Congolais. Ce sont des joueurs qui sont venus, même chez Simba, il y a des internationaux. Donc ça signifie qu'il y a un manque d'organisation au niveau local. Donc nous devons commencer à arranger des choses à partir de la base. À l'entente, nous organisons le football. Les ministres provinciaux travaillent pour que les équipes puissent avoir un bon niveau. Parce que quand vous produisez une équipe, par exemple, qui vient de l'entente, vous envoyez des joueurs qui montent au niveau de la Ligue. À la Ligue, vous produisez un bon championnat. Et au finish, vous aurez des bons joueurs. Mais aujourd'hui, si vous avez besoin d'un bon joueur, il faut aller les piocher ailleurs. Ce n'est pas en République démocratique du Congo. Dites-moi le meilleur gardien actuellement en République démocratique du Congo. Qui peut aller prendre la place des Berthaud, ou soit prendre la place alors que c'est un sérieux problème au sein de la sélection. Aujourd'hui, on n'a pas des gardiens, on est en train de tâtonner. Mais le niveau national ne nous apporte même pas un seul gardien à mesure d'être en équipe nationale. Dites-moi un meilleur latéral actuellement en République démocratique du Congo que vous pouvez prendre et jouer à la place des Touanzembe ou soit à la place de Wan Bissaka. Il n'est pas là. Et ça directement, parce que il y a un problème d'organisation d'abord du football à la base. Le président de la République peut mettre les moyens. Je vous jure que ces moyens-là vont terminer dans la poche des gens. Je vais vous rappeler ici des Sambi qui est parti, qui s'est volatilisé avec l'argent, l'organisation de la fédération. Imagine avec le comité de normalisation. Et c'est seulement d'y mettre l'argent. La dame qui est là, elle va partir et puis vous n'allez pas vous plaindre auprès de qui? Parce que il y a une commission qui a tout pour un temps. Donc, vous allez vous rappeler de moi. Et Cédric Cornet, je vous pose aussi cette question. Mais quel joueur évoluant en Ligue nationale de football première division actuellement mérite sa place en sélection nationale de la RDC?
Les Congolais ne veulent jamais entendre parler des joueurs locaux intégrés à la sélection nationale congolaise. Les Congolais dans l'opinion, ils vous diront jamais que non, tel joueur. Je ne vais pas citer les noms des joueurs. Non, peut-être parce que vous suivez de près l'organisation des championnats nationaux. Le problème n'est pas de Nous sommes déjà au-delà de la 8e journée. Le problème n'est pas... On a vu les Chans. Moi, j'ai dit, l'effectif qui a été sélectionné pour les Chans a été les meilleurs depuis 2009. Je parle 2009, de la génération dorée des Trésors. Même lorsque nous avons remporté les Chans 2016, on n'avait pas eu cet effectif-là. Parce qu'on avait sélectionné les meilleurs joueurs du pays. Mais on n'a pas eu un bon résultat. Mais le problème, ce n'est pas les joueurs, ils ont fait leur part des choses. Le problème, c'est l'entraîneur là. Qu'est-ce qu'il fait au pays? Et lorsque vous prenez un sélectionneur qui vous amène dans une compétition internationale, vous rentrez 0 point récolté. Et la seconde fois, on les prend toujours les mêmes là. Il est toujours maintenu à ses postes. Jusqu'ici, moi je m'attendais peut-être à ce qu'Otis puisse même démissionner. Il n'a jamais démissionné. Il n'a jamais été démis de ses fonctions. Mais je voulais dire à Corneille... Il n'a jamais signé des contrats aussi, on apprend. C'est dans quel environnement nous sommes en train de vivre? En équipe nationale aussi, Corneille, on ne va pas apprendre le football. Très bien. Donc c'est-à-dire quand vous êtes sélectionné en équipe nationale, cela signifie que vous êtes parmi les meilleurs. Ouais, vous êtes au top de votre forme. Ou les meilleurs du moment à ces postes. Allez produire ce que vous êtes capable de faire. Mais si la charge... Non. Pourquoi les grands clubs du monde, je les entraînais? Okay. C'est ça la question qu'il faut répondre. Ça va venir, mais c'est quand on est convaincu d'avoir un meilleur effectif et qu'on n'a pas un entraîneur à la hauteur. Donc cela veut dire que si Otis s'est maintenu jusqu'à ces jours, il est meilleur. Ce sont des joueurs qui n'étaient pas leurs meilleurs. Oui, moi j'ai dit ça. Ça peut se dire ça. Non. Alors là, dans ces pays, nous connaissons tout ce qui se passe. Parce que Corneille, les médiocres sont maintenus dans ces pays. Corneille, je voulais te rappeler. Maintenant, moi je voudrais tout justement te rappeler que vous avez épinglé un point très important de savoir quel joueur mériterait de jouer en équipe nationale. Le problème n'est pas les joueurs. Le problème, c'est que est-ce que les conditions permettent aux joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes? C'est ça la question qu'il va falloir se poser. Pourquoi j'ai dit ça? Vous jouez dans un championnat qui n'est pas d'abord visible. Vous jouez dans un championnat où il y a des reports de matchs à tout moment. Vous jouez dans un championnat où un joueur de la première division vit grâce aux primes, pas au salaire. Voyez-vous cela? Vous jouez dans un championnat où les présidents des clubs se débrouillent avec les moyens de bord. Or que dans d'autres sélections ici en Afrique, les clubs qui jouent l'élite, la première division et la deuxième division, sont subventionnés par l'État ou par la fédération. Voyez-vous cela? Et si nous regardons tout cela, le Congo ne manque pas et ne manquera jamais de joueurs. Sauf qu'aujourd'hui, lorsque vous disputez les championnats nationaux, vous êtes exclus de l'équipe nationale congolaise. Je vais poser la question à mon frère et mon ami Cyrano. Si Maël était dans ces pays jusqu'à ces jours, est-ce qu'il aurait pu porter les maillots de l'équipe nationale congolaise? J'ai dit, je ne sais pas. Non. Voyez-vous, il aura fallu que Maël puisse quitter le Congo. Non, écoutez, il aura fallu que Maël quitte le Congo pour se faire valoriser ailleurs. Cela veut dire que lorsque vous disputez les championnats nationaux congolais, directement vous êtes exclus anticipativement de l'équipe nationale. Pourquoi cela? C'est parce que nos dirigeants ne sont pas sérieux. Au départ, j'ai posé la question. Dans quel pays où vous avez déjà vu les équipes de comités de normalisation se succéder? Il n'y a que la République démocratique du Congo. Mais lorsque la Fédération internationale de football installe le comité de normalisation, cela veut dire que les dirigeants du comité exécutif ont failli à leur mission. Ils n'ont pas répondu aux attentes. Et Cyrano, on considère toujours que la qualification de la RDC au barrage, peut-être la qualification au mondial, sera une joie de courte durée parce que on n'est pas à mesure d'assurer la relève de cette équipe nationale. Mais tout part d'abord par l'organisation du championnat national. Que devons-nous faire pour rassurer quand même une bonne organisation? Tout à l'heure, j'ai sollicité l'implication personnelle du président de la République. Lui qui ne cesse quand même de nous prouver son amour et la passion qu'il a pour l'équipe nationale. Quand c'est l'équipe nationale, le président doit s'impliquer. Quand c'est les championnats nationaux, les ministres des sports doivent s'impliquer. Quand c'est la ligue au niveau de l'entente, comme ici chez nous, Saïzanef doit s'impliquer. Les chefs de service ici qui partent dans des manifestations qui déclarent seulement ouvert et clos les manifestations, ils doivent aussi s'impliquer. Donc, à un moment donné, il ne faut pas mettre la charge sur le président de la République. Effectivement. Il faut que ce soit l'équipe nationale. Alors, pour une très bonne organisation, peut-être des championnats qui sont en train de se jouer ci et là, je pense qu'il faut
la conscience. Les plus grands problèmes, d'abord, de manière générale, en République démocratique du Congo, le sport est en train de vivre selon les poches de ceux-là qui sont à la tête. Vous êtes président de l'entente, la Ligue de volleyball, comme Armel est en train de faire. Il faut sortir de ton argent, que tu dois nourrir ta femme et tes enfants et faire tes projets. Tu mets ça dans la jeunesse. Donc, c'est-à-dire, ici, nous sommes en train d'aider l'État. L'État, à tous les niveaux, ne fait pas son travail. Alors, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, moi, je ne peux pas commencer à investir dans un enfant d'autrui parce que 2 mois, 3 ans après, il ne va pas reconnaître ce que j'ai fait. Un président qui a ses enfants à l'université ne sait pas donner au moins un salaire à un joueur qui est en train de jouer dans son équipe. Parce que lui-même, il gagne combien? Et puis, c'est qu'il va commencer à sortir. Il a trouvé ça où? Alors, le problème, c'est que l'État doit se réveiller. Pas le président de la République, mais tous ces gens ici, les communes, comme ici chez nous, je ne cesse jamais de le dire, nous avons des communes qui reçoivent la redevance minière. Ils ne font rien dans les sports. J'ai vu seulement Simba parce que il y a un petit pourcentage alloué au sport. Alloué au sport. Mais ce n'est jamais arrivé à la base. Que ce soit nos députés provinciaux, les députés nationaux, personne ne se plaint du niveau de football. Par exemple, à Kolwezi, parce que nous serons voir l'équipe nationale triompher. Nous serons fiers, comme Simba a joué la compétition africaine, qui est un ou deux joueurs de Simba, comme Zuma par exemple, qu'on amène en équipe nationale parce qu'il s'est démarqué. Ouais. Dites-moi aujourd'hui, vous avez le Popo qui joue la phase des groupes, mais aucun joueur de le Popo dans l'équipe nationale parce que il n'y a pas les niveaux acceptables. On va dire qu'on a les talents, mais on manque justement de l'encadrement. Donc pour qu'il y ait un joueur en équipe nationale, il faut qu'il y ait un bon encadrement au niveau de la base. En tout cas, merci beaucoup cher Cyrano et Cédric Corneille et Mukendi. Tout de suite, on va passer aux résultats. Et dans cette rubrique, on va nous montrer le programme qui attend les léopards de la RDC à la CAN prochaine qui sera organisé au Maroc. Ça démarre déjà à partir de ce 21 décembre 2025. Mais les léopards de la RDC entreront en jeu à partir du 23. Ça sera contre le Bénin. La première question que je pose à Cyrano, au vu de la performance de la RDC lors des barrages africains, notamment sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, aussi par rapport à la dernière participation à la CAN, le minimum serait d'atteindre quel niveau lors de la CAN organisée au Maroc? Je pense qu'il faut continuer avec le dynamisme, il faut continuer avec la détermination, il faut continuer avec le sérieux. Parce que s'il n'y a pas le sérieux dans ce que nous faisons, vous savez, il y a quelqu'un qui m'a fait réfléchir, qui m'a dit ceci, lorsque tu as envie, ou soit tu mets toute ta foi en équipe nationale sans que tu seras déçu. C'est alors qu'on n'espérait pas voir la RDC battre le Cameroun, nous l'avons fait. Au moment où on ne pensait pas qu'on allait se qualifier contre le Nigeria, nous l'avons fait. On l'a fait. Et puis alors, les mieux serait de ne pas mettre trop d'espoir dans cette équipe. Cette fois-ci, nous mettons de l'espoir parce que nous voulons voir l'équipe aller de l'avant. Ouais. Sûrement, nous risquerons d'être déçus. Mais je ne vais pas être prophète de malheur pour cette équipe. Mais je pense que déjà, les matchs que nous avons joués contre le Nigeria et le Cameroun essaient de nous donner une image. Et puis, il y a deux joueurs qui sont maintenant consciencieux. Il y a même l'entraîneur. J'ai aimé les discours de Corneille, la réception du président de la République. Il fallait rappeler aussi à ces jeunes gens que les drapeaux de la RDC que vous portez est lourd. Ouais. Il faut les respecter. À un moment donné, quand quelqu'un est en train de jouer, vous allez vous rappeler de la CAN. Maswaku ne joue pas bien. Après, il dit, même si ça s'est passé comme ça, qu'est-ce que vous allez me faire? Même si j'ai raté donc, un penalty, je m'en fous. Je m'en fous. Non, c'est-à-dire, ces jeunes gens ici, ils viennent jouer avec nos émotions et ils viennent parce que, bon, ils seront contents, leur club vont publier sur les pages officielles que notre tel a été sélectionné. Ils viennent, ils ramassent l'épée d'argent qu'on leur donne, même si c'est insuffisant par rapport à leur salaire. Ils prennent quand même les pieds de partout.
Donc, c'est ce qui signifie que cette fois-ci, il faut rappeler ces gens-là que le football, c'est l'unique peut-être chose qui peut nous mettre ensemble en RDC. Alors, ça demande que nous puissions nous mettre à fond. Il faut voir déjà le groupe. Face au Bénin, nous sommes favorites. Face au Botswana, nous sommes favorites. Le Sénégal, même si le Sénégal nous bat, il n'y a pas de problème parce que nous serons qualifiés à 2 et puis nous allons avancer. Et Cédric Corneille-Boukedi, la question c'est quelles sont vos attentes avec cette équipe nationale de la RDC qui doit disputer la phase finale de la CAN, ça sera dans pratiquement un mois. Les attentes sont très élevées. Ouais. Très élevées parce que lorsque vous avez été 4e de la précédente Coupe d'Afrique des Nations, donc la prochaine, vous devez être soit 3e, 2e, pourquoi pas être premier. La RDC ne va plus se présenter dans cette casquette-là des outsiders, mais plutôt parmi les équipes favorites, compte tenu de son parcours. Je rappelle que dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, la RDC est sortie première de son groupe devant les Taïf Assar de la Tanzanie, avec au moins, je pense, 13 points sur 18 parce que nous avons perdu contre la Guinée aussi contre quelque chose de Mozambique comme ça. Et quand on se retrouve dans cette poule avec le Sénégal, nous savons. Moi, je pense que la meilleure maintenant façon de se tester contre le Sénégal, ça sera à la CAN pour voir si les matchs à Kinshasa étaient une erreur du parcours où le Sénégal était supérieur. C'était les histoires qu'on met ou soit c'était les vaudous. Ou c'était les vaudous, finalement. Voyez-vous? Alors, les Bénin, attention, les Bénin est en train de se reconstruire. Les Bénin, même si ils ont été lourdement humiliés par les Nigérias sur un jusqu'à la dernière journée. À la dernière journée des éliminatoires, ils ont même manqué comment se qualifier pour les barrages. Mais les Bénin restent quand même une équipe qui est en train de se reconstruire. Botswana, ce sont des équipes qui arrivent aussi comme des outsiders. Donc c'est une poule aussi un peu élevée. Et nous avons cette chance-là de croiser le Sénégal à la dernière. Il faut le dire également que la RDC lors de la dernière CAN n'était pas trop attendu, contrairement à cette année. Parce qu'on venait quand même d'une qualification. Il a dit là où la RDC est très moins attendue, c'est là qu'elle crée des exploits. Mais lorsque vous mettez beaucoup d'espoir et puis on vous déçoit comme c'était le cas au stade des Martyrs. Mais moi, je me dis on doit être exigeant envers nous-mêmes parce que tout est réuni pour que nous puissions quand même produire un bon résultat. Et l'échec à la CAN, je me dis nous aurons des choix. Soit faire les choix de la continuité, ou soit faire les choix de rupture pour repartir sur de nouvelles bases. Mais je me dis, la relève est assurée parce qu'après les matchs contre le Nigeria, j'ai regardé une photo où je vois Michel-Ange Balikwisha, Mario Stroikens. Nous avons cette photo qu'on peut Michel-Ange Balikwisha, proposer à la régie. Mario Stroikens, Mathieu Epolo, Noah Sadiki, l'autre c'est qui est Nathanaël Mboukou. C'est 24 ans, 23 ans, 20 ans, 21 ans, 19 ans, c'est-à-dire la relève est assurée. On va permettre à ce que c'est minimum 6 ans dans l'équipe nationale. Voilà, la transition se fasse de la meilleure des façons lorsque les Bakambou, les Bemba vont laisser la place et les plus jeunes là vont s'intégrer facilement. Allez, merci beaucoup cher Corneille. On va passer tout de suite au premier petit débrief. Mesdames et messieurs, dans un geste très rare dans notre football national à RDC, le TP Mazembe a accepté de prêter son stade à son rival qui est le Football Club Saint-Éloi Le Popo pour le match des interclubs de la CAF et précisément la Ligue des Champions. C'était pas vraiment très attendu, mais ça a surpris quand même les sportifs congolais. Cyrano, comment avez-vous trouvé ces gestes du TP Mazembe de céder son stade? Ça, je pense que c'est au nom de la solidarité, puisque les supporters vont suivre quand même de près le match de leur club. Je suis très content parce que c'est une très bonne nouvelle pour le Football Club Saint-Éloi Le Popo de se produire à la maison. Mais je voulais me rappeler déjà en 2012, si ma mémoire ne me fait pas défaut, Moïse Katumbiki, lors de l'inauguration, avait déclaré que ce stade n'appartenait pas seulement à Mazembe, mais ce stade appartenait à toute la jeunesse congolaise. Donc c'est ce qui a été fait, je suis content. Lupopo pouvait faire ça, aller demander auprès de Mazembe son stade depuis très longtemps, mais c'est seulement le comportement de
ses supporters qui ne voulaient pas à tout prix que ces mariages-là puissent exister, parce que si les supporters de Lupopo pouvaient être conscients de ce qu'ils sont partis faire aujourd'hui, ils ne pouvaient en aucun cas un jour jouer dans le stade de tout-puissant Mazembe Anglebert et aller arracher des sièges, aller faire des cas de vandalisme. Ouais, dans le stade. On le voyait, Mazembe jouer contre Lupopo Moustad il y a Kenya, et puis Banenda Banatosha, Bichi, Banabitukunya. Ouais. Mais aujourd'hui, ils doivent avoir quand même honte, aller demander ces stades à Mazembe. Mais je me dis encore qu'ils ont compris. Peut-être prochainement un match organisé dans c'est parce stade. qu'il n'y avait pas de choix. Hein. Non, les choix étaient là. Ils l'ont fait une fois, ils sont partis jouer le match. Je pense que c'est la saison passée. Ouais. Ils ont joué en Zambie. Donc aujourd'hui, ils ont compris que ça ne sert à rien de commencer à abîmer les stades d'autrui, parce que chez les voisins, vous pouvez aller même... les gouverneurs, je ne sais pas si je parle du gouverneur, mais le président de Lupopo avait dit une fois que ici chez toi il n'y a pas de sel, tu peux aller demander chez les voisins. Mais vous comprenez maintenant la réaction des fanatiques de Lupopo au moment où il avait dit. Donc ils avaient refusé, c'est comme ça que Kaboul a été obligé d'aller en Zambie. Ouais. Donc cette fois-ci ils ont compris. Je suis content, mais c'est un geste interpellateur aux fanatiques de Lupopo. Quand vous allez là-bas, n'abîmez pas. Donc quand vous allez là-bas, il faut bien entretenir les stades d'autrui et à la fin, dites merci. Pour finir, je voulais dire, Noé, que les gestes posés par Mazembe ne signifient en aucun cas que la rivalité doit être enterrée. Parce que vous allez vous rappeler de ces moments qu'ils avaient organisé les matchs de la paix, comme un tournoi de la paix, quelque chose comme ça. Ouais. Et puis Mazembe, quand on joue contre le Popo, ça devient de la complaisance. Non, on veut que la rivalité puisse rester, mais une rivalité que ça soit sportive, pas une rivalité où il y a mort d'homme à la fin, une rivalité où les gens pensent que si vous perdez par exemple contre le Popo, ça devient la fin du monde. Donc c'est un peu ça. Et Cédric Corneille-Mukendi, ces gestes du TP Mazembe vous a surpris de prêter quand même son stade à son rival qui est les cheminots du Football Club Saint-Éloi Le Popo pour le match des interclubs de la CAF? Pas du tout une surprise, mais je pense que le fait d'avoir octroyé les stades, il y a des préalables, il y a des conditions qui ont été fixées. Ouais. Et je pense que la question du vandalisme n'a pas été épargnée. Donc, si vous ça aussi, hein. Mais allez prendre ils auront aussi quelque chose en termes de pourcentage. Voilà. Ça, il ne faut pas oublier. Voilà. Que les gens de Mazembe. Et vous avez parlé un point important, cela n'enterre pas la rivalité, elle restera éternelle. Moi, je pense qu'au-delà de la rivalité, il y a aussi la solidarité. C'est que les gestes posés par les TP Mazembe, c'est un geste qui a au moins donné une leçon de fair play aux fanatiques de Lupopo, que quelle que soit notre rivalité, mais sinon nous restons modestes. Nous vous octroyons notre stade. Je pense que si Lupopo est arrivé tout justement à se croupir et aussi aller protester contre Mazembe, auprès de Mazembe, et plutôt prosterner plutôt auprès du TP Mazembe, c'est parce qu'en connaissance des causes. Ils ont été en Zambie, ça n'avait pas marché, ils avaient sollicité au Congo-Brazza dans les années passées. Ils se sont même produits là-bas, mais malheureusement ils ont compris que l'absence des supporters est un manque à gagner. Il va falloir revenir au pays. Et ils ont compris que, parce qu'avant même d'opter pour Mazembe, je pense qu'ils ont même pensé à certains stades, comme les stades des martyrs. Ouais. Et ils ont compris que le fait d'aller à Kinshasa, ça ne nous rapportera rien. Nous nous sommes engagés dans la plus belle des compétitions africaines. Il va falloir que nous puissions nous produire à la maison. Et ce geste doit rester dans les annales. C'est un geste fort, un geste de grandeur et surtout un geste d'enseignement où on apprend aussi, les fanatiques du Lupopo doivent apprendre aussi à être modestes. Mazembe, c'est le symbole. Mazembe, c'est l'unité des mesures. Mazembe, c'est la référence. Quand on veut parler de la République démocratique du Congo, qu'on le veuille ou pas, ceux qui connaissent, moi j'ai dit, la rivalité entre Lupopo et Mazembe, ça reste au pays. Lorsque nous sortons du pays, quand on parle de la République démocratique du Congo, on parle du TP Mazembe parce que c'est les miroirs. Donc on doit savoir l'admettre, même si nous sommes rivaux. Certes, on ne va pas accepter que Mazembe est supérieur à Lupopo selon eux, mais selon l'histoire, Mazembe reste et restera. Je pense bien que ça sera ainsi. Par rapport aux prouesses, on est loin. On est loin. Aucun club congolais. On est loin
de rivaliser avec Mazembe. Peut-être un jour. actuellement. Je ne parle Oui, pas mais sur le il plan faut pas national. parler sur le plan Je de ne parle l'avenir. pas sur le plan national. Ne parlez je pas de parle l'avenir. sur le plan international. Allez, il y a des grands projets qui arrivent. Peut-être que Simba peut faire mieux que Mazembe. Peut-être je pourrais C'est ce le que dire. Cyrano veut nous dire. Non, peut-être je vais le dire au conditionnel. Simba, non. Peut-être je vais le dire au conditionnel pour que ça puisse plaire à tous ces, surtout Aux à Cyrano téléspectatrices, qui est à mes côtés. Oui, oui. Mais en tout cas, c'est un geste qu'il va falloir saluer. Et surtout, bravo au TP Mazembe pour avoir au moins donné une leçon de fair play à son rival éternel. Chers amis sportifs, sachez également que la cérémonie CAF Award a consacré la saison de Fiston Kalala Maele. La cérémonie s'est déroulée, c'était le 19 novembre dernier au Maroc. Fiston Kalala Maele qui nous a sorti une très belle saison avec Pyramide FC. Nous sommes donc en Égypte en remportant pour la première fois la Ligue des Champions de l'histoire du club en étant un artisan majeur dans les moments clés de chaque rencontre jusqu'au sacre. Félicitations à Fiston Kalala Maele, Cyrano Mwanza, plutôt mérité pour tout ce qu'il a fait, pour son parcours, pour tout ce qu'il a enduré pour arriver où il est aujourd'hui. En tout cas, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à son travail qu'il est arrivé à faire ça. Moi, personnellement, je suis très content parce que ce que Fiston produit aujourd'hui, c'est la fierté d'abord de lui-même. Parce que j'ai vu les gens voulaient dire qu'il fallait qu'il puisse, dans son discours, dire que non, j'ai dédié ça pour le peuple congolais, arrêtez. C'est d'abord un geste, un trophée personnel qui lui revient. Et après, nous allons commencer maintenant, nous tous, à s'approprier pour dire que c'est un Congolais, tout et tout. Et arrivé à cette étape où nous voyons Fiston qui était à Likasi, qui était à Mbujimai, qui était à Kolwezi, qui était à Kinshasa, aujourd'hui au toit de l'Afrique. Je pense que c'est une très grande leçon de ne jamais baisser les bras, de continuer à travailler. Dans n'importe quel domaine où nous sommes, il faut continuer et croire en soi. Je pense que c'est possible. Et on vous rappelle que Achraf Hakimi a été élu meilleur joueur africain de la saison 2025, incontesté pour certains, vu la saison qu'il a réalisée avec Paris Saint-Germain. Lui également a remporté pour la première fois la Ligue des Champions avec ce club parisien. Cédric Corneille-Mukendi, dans l'organisation de la CAF Award, il semblerait que vous n'êtes pas content sur certains points. Ça ne devait pas s'organiser de cette manière. On a un joueur, meilleur joueur interclub de la saison, considéré comme les ballons d'or africains. Nous avons les ballons d'or africains octroyés à un joueur africain évoluant en Europe. Ça ne devait pas se faire comme ça. On est loin de se débarrasser des vieilles habitudes des colons. Donc, nous restons toujours dans la colonisation. Mais bien avant cela, je pense que je tiens à féliciter sincèrement Fiston Maele. Et je ne cesserai de le dire, le Congo a plus de chances de produire au moins 15 Maele, voire même 20. Mais s'il n'y a pas l'encadrement, la formation, je ne pense pas que nous aurons un Maele. Mais je pense qu'il est l'exemple parfait de la méritocratie parce que tout ce qu'il a gagné, il a mérité. Et aujourd'hui, Cyrano venait de retracer son parcours. Mbujimai, Likasi, Kolwezi, Kinshasa, Tanzanie, aujourd'hui sur les toits de l'Afrique. Parce qu'il restera une légende, non seulement pour ce qu'il a fait, mais aussi pour les clubs des Pyramides. La première Ligue des Champions remportée par Pyramide, un club qui a été créé en 2008, c'est grâce à Fiston Maele. Oui, même s'il y a eu les concours des autres, mais il a été au moins le porte-étendard de cette équipe des Pyramides. Maintenant, revenons-en quand même sur la cérémonie en elle-même, cérémonie de CAF Award. Je pense que sur le plan organisationnel, nous n'avons rien à envier à ceux qui organisent les ballons d'or européens. Les choix du cadre, les choix des invités, les animateurs, tout y a été. L'Afrique aujourd'hui, je pense que c'est une révolution qui a été apportée par le président Motsepe, qui moi personnellement je considère comme le meilleur président de l'histoire de la CAF. Effectivement. Il a révolutionné. Voilà, il a révolutionné. Il a fait beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, le football est non seulement une passion, mais c'est aussi une industrie génératrice de recettes. Mais lorsque vous regardez les recettes... En tout cas, je commence à t'aimer, mon frère. Économiquement, il a revu quand même à la hausse pratiquement les cagnottes de toutes les compétitions. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Vous savez, lorsque vous regardez les précédents, je parle de Issa Yatou, que tout le monde a connu. Le Camerounais qui a fait au moins 29 ans en étant président les pauvres. Les pauvres de la CAF. Il y a eu les détourneurs ici qui a été mis en cause, Ahmad Ahmad de Margache. Et aussi aujourd'hui nous avons Motsepe a révolutionné. J'ai quelques statistiques.
Vous savez, les vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations masculines actuellement touchent 7 millions de dollars. À l'époque des Issa Hayatou, c'était moins de 3 millions. Les vainqueurs de la CAN féminine touchent actuellement 2 millions. À l'époque, c'était 500 000 dollars. Les vainqueurs de la Ligue des champions de la CAF touchent 4 millions de dollars. À l'époque de Issa Hayatou, voire même Ahmad Ahmad, c'était moins de 2 millions de dollars. Les vainqueurs de la Coupe de la Confédération touchent 2 millions. Les vainqueurs de la Coupe de la Super Coupe africaine, on appelle Super Coupe africaine, je pense, touchent 1 million de dollars. Loin de là. Mais j'attendais des réformes courageuses. C'est vrai, l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Ouais. Il ne manque jamais d'imperfection. Les réformes, premièrement, ça se situait sur la manière dont nous disputons la finale des interclubs. Une finale en 2 phases. En tout cas, moi je pense qu'on doit abolir ces systèmes-là, mettre une finale en une phase. La règle des buts marqués à l'extérieur contre double en cas de match nul, moi je pense que ça a défavorisé beaucoup de clubs. Même l'Europe a compris, ils ont aboli ça. Et on doit aussi s'ouvrir de la même manière. Mais également la cérémonie de l'octroi du Ballon d'Or africain. Fiston Maele, qui a été élu meilleur joueur des interclubs de la CAF. Achraf Hakimi, qui a été élu meilleur joueur africain de l'année. Cela veut dire, si nous prenons cette connotation ici, nous la renvoyons en Europe, cela veut dire que les Ballons d'Or consacrent les meilleurs joueurs du monde de la saison. Et Fiston serait considéré comme le trophée des bestes, qui considère les meilleurs joueurs européens de la saison. Donc les meilleurs joueurs des compétitions européennes. Je pense que c'est la place qu'on a donnée à Fiston. Maintenant, revenons. Comment un seul joueur peut concourir au Ballon d'Or européen, en même temps il concourt au Ballon d'Or africain? Même en Europe, ça s'est fait. Hakimi a réalisé. C'est déjà arrivé qu'un Ballon d'Or puisse remporter le trophée des bestes. Écoutez, il n'y a pas de problème. Mais Maele, lui, il a remporté ne fût-ce que les ballons d'or et les trophées des bestes. Et il n'a pas le droit de remporter les ballons d'or, même s'il figurait sur la liste des favoris. Maintenant, revenons-en un peu. C'est-à-dire, si Hakimi avait remporté les ballons d'or européens, il pouvait être en même temps consacré ballons d'or européens et ballons d'or africains. Maintenant, les statistiques qu'on nous a présentées d'Hakimi, il les a eues où? En Europe ou en Afrique? En Afrique. En Europe. Ils ont juste honte de dire que Maele est les ballons d'or africains. Parce que les ballons d'or n'appartiennent pas aux joueurs évoluant en Europe. Pour ne pas biaiser nos frères africains qui font la fierté de l'Afrique au niveau de l'Europe, moi personnellement, si tout dépendait de moi, on devait proposer des catégories de ballons d'or. Cela veut dire que même si Cristiano jouait sur les sols africains, maintenant imaginez-vous, il ne peut jamais remporter les ballons d'or africains. Prenons Cristiano Ronaldo. On peut même les mettre à Raja Casablanca, au TP Mazembe. Il remporte toutes les compétitions africaines. Est-ce qu'il sera élu un jour ballon d'or européen? Jamais. Valorisons l'Afrique. Valorisons nos produits. Et pour finir, pour chuter, moi je proposerais qu'on ait au moins des catégories de ballons d'or, mais qui sont tous égalitaires. Un ballon d'or du meilleur joueur africain évoluant en Europe et les ballons d'or du meilleur joueur africain évoluant en Afrique. Parce que Fiston, là où il est là, il se considère comme le meilleur joueur africain. Maintenant, si Fiston se considère comme le meilleur joueur africain, élu par ses pairs, Achraf Hakimi se considérerait comme qui? Voilà des questions qu'il va falloir beaucoup plus. Moi, j'ai des très belles questions. En tout cas, moi, j'ai conclu pour dire que rapidement, dans quelques secondes, Hakimi a pris ça, Fiston, le meilleur. Les Africains considèrent Fiston comme le meilleur joueur africain de l'année. Voilà, c'est le ballon d'or du peuple, selon moi. Allez, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Avant de finir, sachez qu'on se dirige vers un rêve longtemps nourri dans la province du Lualaba. Aujourd'hui, nous aurons une salle multisport, puisque ça commence à se concrétiser maintenant, grâce à l'implication personnelle du vice-président de la Fédération des volleyball du Congo, ainsi que les présidents de l'entente des volleyball de Colosie, Cédric Yumba et Armel Mbumba. Regardez d'abord ces images. Cette descente, menée à pied d'œuvre, marque une étape charnière. Le chantier a officiellement lancé sa phase d'implantation avec la pose des bornes, la délimitation du terrain et les premiers travaux topographiques. Un acte fort qui confirme sans ambiguïté que les travaux débuteront dans les tout prochains jours.
Selon l'ingénieur, les matériaux de construction sont en route et devraient arriver à Kolwezi très bientôt, ouvrant ainsi la voie au démarrage effectif du gros œuvre. L'objectif est clair, faire du Lualaba un pôle sportif majeur capable d'accueillir des compétitions nationales et africaines dans un cadre professionnel digne des grandes arènes du continent. Oui, nous sommes prêts, tout est fin prêt, l'ingénieur est là, les matériels sont déjà en cours de devenir. Comme je l'ai dit, dans une semaine, on aura déjà les débuts de travaux. Le président de l'entente de volleyball de Kolwezi, Cédric Yumba, a tenu à adresser un message aux partenaires et à toutes les bonnes volontés. Ce qui reste à faire, comme je le dis, c'est juste amener les équipements. Nous attendons aussi que l'on puisse mettre l'agent de sécurité pour garder les matériels. Sinon, le gros est fait. Donc, que le Lualabais, que le Kolwezien sache que d'ici 2 mois, ils auront une salle Kolwezi. Oui, nous aurons toujours la main tendue. Ce que nous sommes en train de faire, c'est l'extérieur. Nous construisons l'hangar. Nous avons les tartans, mais il nous manque encore les installations intérieures comme les lumières, il nous manque la climatisation, il nous manquera sûrement des portes et tous ces matériels administratifs. Nous gardons les mains ouvertes. À ceux qui nous accompagnent, déjà nous disons merci, mais ceux qui veulent bien, ils peuvent toujours nous contacter. Avec ce projet, Kolwezi s'apprête à franchir un cap historique. La future salle est présentée comme l'une des plus belles et plus complètes infrastructures du pays, capable de transformer durablement la pratique sportive dans la province du Lualaba. Le chantier démarre, l'ambition se matérialise et la jeunesse du Lualaba peut désormais croire à un avenir sportif mieux structuré, mieux encadré et mieux équipé. Allez, n'est-ce pas une bonne nouvelle pour la jeunesse du Lualaba, Cyrano? Mon cher, en tout cas, je voulais poser une question, mais je ne sais pas si j'ai le droit de te poser une question. C'est le gouvernement qui l'a envoyé ou soit c'est lui-même? Non, c'est un projet financé personnellement par Armel Mumba. Il y a des partenaires également qui sont en train également d'aider. Le ministre des Sports va venir inaugurer. Non, mais je ne peux pas répondre à cette question. Parce que c'est qu'il est en train de faire... Vous voulez aller où, finalement? Non, c'est que je voulais me demander un individu, un président de la fédération de volleyball qui décide, qui voit les difficultés auxquelles le Lualaba est exposé, qui propose quand même de faire ça ici au Lualaba, où nous avons Maman Fifi qui fait des prouesses. Il y a des bâtiments qui sont en train d'être inaugurés, d'autres construits. Mais le ministre des Sports n'a jamais proposé quelque chose de pareil pour que nous puissions avoir une salle. Donc, je pense que le ministre des Sports doit avoir honte par rapport à ce qui sera fait. Félicitations, monsieur. Félicitations, monsieur Armel. Continuez, c'est une fierté de la jeunesse. Cédric, un petit mot? Une jeunesse négligée, il est vouée à l'échec. Moi, je pense qu'Armel Mumba fait quelque chose qu'il va falloir encourager. Félicitations à lui et nous prions à ce que ces projets puissent s'achever pour le bonheur des jeunes. Et votre dernier mot, merci quand même d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation et les privilèges que vous nous avez faits. Merci à Cyrano Mwanza. Merci également à Cyrano Mwanza. Merci Noé, merci à toutes les téléspectatrices. Merci à lui qui m'a fait Mesdames passer et messieurs, une très belle émission. Merci et ciao, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement.